Matricule 2601. Karto Dimejo, femme. Pays d'origine, Java, Indonésie. Elle est arrivée le 25 avril 1914 à Nouméa pour travailler en tant que domestique pour un colon. Au départ pour un contrat de 3 ans, 5 francs par mois, 3 fois moins que les salaires de l'époque, elle finira sa vie en Nouvelle-Calédonie. Son prénom, je ne le connais pas. Karto Dimejo, c'était peut-être son nom ou bien son prénom. Personne ne le sait. Tout ce qui reste d'elle, c'est un contrat d'engagement. Quelques dates, les règlements de son salaire, le nom de son premier enfant Kamish avec qui elle est arrivée enceinte, et ses engagistes. Le premier, un colon résidant à Point-Bout sur la côte ouest de l'archipel, Martin Grimini, un de mes ancêtres. Puis un second. On peut lire que son contrat a été cédé en 1920 à un certain monsieur Chong Van Han, ancien travailleur engagé d'origine vietnamienne. Il a sûrement réussi à obtenir une certaine ascension sociale, peut-être grâce au travail dans les mines. Il s'agirait de l'explication la plus plausible. Jusqu'à la fin de sa vie, elle aura été sa domestique. Elle aura avec lui 3 enfants, dont Emilienne Lasserie, la mère de ma grand-mère. Ces enfants aussi auront un matricule, un contrat d'engagement et travailleront pour monsieur Chong Van Han. Ils ne se marieront pas. Relation forcée ou consentie, on n'a aucune réponse. Mais on s'imagine très bien ce qu'une femme de son époque et de sa condition pouvait subir. Il y a 2 photos en noir et blanc sur son contrat. Sur la première, elle semble assez jeune. Petite, menue, elle a les cheveux noirs plaqués en arrière. Un torchon dans la main droite. Elle se tient devant un citronnier et elle sourit légèrement. Ses yeux brillent. Peut-être d'espoir, peut-être de mélancolie, ou alors d'une infinie tristesse. Sur la deuxième photo, elle est plus vieille. Ses cheveux sont grisonnants, son regard est dur sans la moindre expression. Quelle existence a-t-elle menée entre ces 2 photos? À quoi pensait-elle? Peut-être à sa famille restée en Indonésie? Avait-elle pour projet d'un jour rentrer? Ou vivait-elle au jour le jour, tâchant simplement de survivre dans une société où une femme, étrangère, venue d'une ancienne colonie néerlandaise, n'est qu'un instrument, une force de travail? Et ses droits, ses obligations, toute sa vie entière sont consignés dans ce petit carnet, aujourd'hui écorné, terni par le temps. Un peu comme son souvenir, qui s'est effacé jusqu'à disparaître. En parcourant son carnet, des questions me viennent en tête. Avait-elle une couleur préférée? Peut-être un plat qui la réconfortait dans les moments difficiles ou même une fleur qu'elle avait aimé cultiver? Un souvenir auquel elle se rattachait pour tenir bon? Une chanson qu'elle fredonnait avant de dormir? Se sentait-elle profondément seule? Quelle prière faisait-elle? Dans ma famille, nous n'avons pas gardé de traces de sa mémoire. Ni la sienne, ni celle de l'histoire de l'engagisme. Enfouie, scellée, nous n'avons eu de cesse de la fuir, de nous en extraire, pour réussir, pour être reconnus. Mais aujourd'hui, je rouvre le livre, et je m'adresse à ma quadrisaïeule, et à tous ceux qui, comme elle, ont dû faire des milliers de kilomètres dans l'espoir d'une vie meilleure, mais qui se sont retrouvés exploités, contraints, humiliés, seuls face à un système étranger, qui se moque de votre humanité, de vos droits, de vos aspirations, puisque seule votre force de production compte. On ne vous oublie pas, et aujourd'hui votre histoire résonne plus que jamais. Rassembler les récits afin de faire émerger une réflexion et une solidarité collective. Quête, le podcast des ultramarins. Le but premier est vraiment d'essayer de casser les revendications sociales et politiques des anciens esclaves. Céline Flory est historienne au CNRS et membre du Centre international sur les esclavages. Elle travaille plus particulièrement sur l'engagisme au XIXe siècle, et notamment sur les travailleurs qui ont été engagés en Afrique pour aller travailler en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Ce qu'on appelle l'engagisme, aujourd'hui c'est un peu un terme qui a été créé par les historiens, parce qu'à l'époque on parle d'immigration réglementée. Elle est mise en place par le gouvernement français, mais plus généralement c'est un système de recrutement de travailleurs et une forme de travail aussi, qui est mise en place par l'ensemble des pays qui ont eu des sociétés esclavagistes. Une fois l'esclavage aboli, les États anciennement esclavagistes comme la France et le Royaume-Uni mettent en place ce système de travail engagé dans la plupart de leurs colonies pour pallier le manque de main-d'œuvre. Inde, Chine, Vietnam, Indonésie, Afrique, ces travailleurs sont recrutés depuis des milliers de kilomètres.
Dans des territoires comme les Antilles et la Guyane, ce moyen permet d'entraver les revendications des travailleurs locaux. Après les abolitions de l'esclavage, toutes les populations donc anciennement esclaves sont soumises à des législations du travail extrêmement contraignantes et qui visent en fait à stabiliser les gens, enfin quasiment à essayer de les immobiliser sur les plantations, c'est-à-dire sur les exploitations de denrées coloniales. C'est vraiment l'angoisse de toutes les autorités coloniales, les autorités métropolitaines et de tous les anciens propriétaires d'esclaves qui sont toujours les propriétaires terriens, c'est de perdre leur main-d'œuvre. Et que cette main-d'œuvre puisse justement choisir son employeur, négocier les conditions de son travail. C'est une sorte d'inversement énorme du rapport de force qui est insupportable pour les planteurs. Des grandes fonctions de la mise en place par l'État de cet engagisme, en fait, parce que ça va concerner des milliers de travailleurs et de travailleuses qui arrivent de l'étranger sous ces contrats d'engagement, c'est vraiment de retrouver une main-d'œuvre qui est par la loi et par le contrat dans des situations d'extrême dépendance et aussi du fait d'être des étrangers. Les gens ne parlent pas créole, ne parlent pas le français, n'ont pas de réseau, en fait, n'ont pas de ressources, en tout cas pas encore à leur arrivée de ressources politiques dans le pays. Donc forcément, c'est des gens qui vont mettre plus de temps pour se défendre, en fait, et pour avoir les moyens de résister ou de contester. Et ce statut les suit toute leur vie en colonie. Ils restent sous ce statut d'immigrants, qui est un statut qui, en fait, va aussi limiter leurs droits. Par exemple, pour les immigrants africains, ils ne peuvent pas se marier dans la colonie sans l'autorisation du gouverneur et des conseils privés. Ils ont un numéro de matricule. Leurs enfants vont être aussi, à partir de 10 ans jusqu'à la majorité, qui est 21 ans à l'époque, soumis à des contrats d'engagement. Donc il y a aussi une reproduction de cette forme de travail. Pour un homme, le salaire moyen est de 12 francs par mois. Pour une femme, c'est 2 francs de moins. Les travailleurs engagés sont logés sur l'habitation de leur employeur qui est censé les nourrir. Mais ces derniers mettent souvent à disposition des jardins que les engagés doivent cultiver pour se nourrir, en plus d'entretenir la propriété et nourrir les bêtes. Toutes ces règles très strictes font partie du contrat d'engagement. Ces contrats sont insécables. Vous ne pouvez jamais casser votre contrat avant la fin des années effectuées. Vous ne choisissez pas votre employeur. En fait, vous allez travailler pour la personne qui va acquérir votre contrat une fois dans les colonies. Et vous ne choisissez pas le travail que vous allez faire. C'est une forme de travail qu'on nomme aussi du travail contraint ou du travail dépendant, mise en place par les gouvernements. C'est vraiment mis en œuvre, surveillé, encadré par l'État. Et le but est vraiment de fournir des travailleurs qui sont dans des conditions de travail et donc de vie très similaires à celles qu'étaient les personnes mises en esclavage et qui vont être placées aussi sous une législation où tout manquement au travail est très très sévèrement sanctionné et notamment par des peines, par du pénal, c'est-à-dire par de la prison. Dans les Antilles et la Guyane, les travailleurs viennent majoritairement d'Inde. Au total, 77 000 travailleurs indiens viennent dans ces territoires. 1 400 de Chine et 20 000 travailleurs venus du continent africain. En termes de proportion de genre, il y a un tiers de femmes pour 2 tiers d'hommes et les enfants occupent une part minime. Ce qu'attendent en tout cas les planteurs, c'est des gens entre 15 et 25 ans. Dans les Antilles, le travail qui prédomine est celui de la canne. Il faut la couper, la ramasser, il n'y a pas de différence d'affectation entre les hommes et les femmes. Ils doivent travailler 12 heures par jour, en plus d'entretenir la propriété de leur employeur. Pour la Guyane, c'est un peu différent, c'est qu'il y a pas, il y a moins d'habitations sucrières et surtout dans la décennie qui suit l'abolition de l'esclavage, les habitations donc de sucre et surtout de roucou, la production en fait va faiblir. Et notamment parce qu'il y a la découverte de l'or en 1855. Il y a des véritables ruées vers l'or. Et il y a aussi le bagne qui est instauré en Guyane en 1852, qui va aussi modifier beaucoup la cartographie de la Guyane par rapport aux Antilles, où le modèle sucrier, même s'il se transforme avec l'arrivée en masse des usines, va vraiment rester très fortement présent jusqu'au milieu du XXe siècle. Aux Antilles, une charge plus ou moins péjorative continue d'exister concernant les descendants de travailleurs engagés, à travers le terme par exemple de coulis qui désigne la communauté indienne, notamment en Martinique, ou alors de Congo qui désigne les travailleurs engagés venus d'Afrique. Céline Flory l'explique par une certaine rivalité créée par le travail engagé pendant la colonisation. Clairement, leur arrivée n'aide pas du tout les travailleurs locaux à obtenir de meilleures conditions de travail et de vie.
Donc ça va aussi jouer dans la façon dont sont perçus ces engagés, et quel que soit le continent d'origine d'où ils viennent, que ce soit l'Afrique, l'Inde ou la Chine. C'est beaucoup de témoignages aussi que j'ai pu recueillir en Guadeloupe et en Martinique. Il y a clairement le terme coulis qui désignait les engagés indiens et aussi leurs descendants, ou le terme Congo qui, pour les Antilles, a qualifié en fait ces immigrants africains et une partie de leurs descendants, sont des termes qui ont une charge péjorative au XXe siècle extrêmement forte, et encore potentiellement aujourd'hui. Et il y a dans le créole beaucoup d'insultes, d'expressions qui disqualifient les travailleurs, enfin les dits indiens ou les dits Congos. Et il y a aussi des histoires qui se racontent dans les chansons, et en général, par exemple, autour des Congos, ils vont être dépeints comme des gens analphabètes, qui parlent mal le français, qui marchent pieds nus, qui sont des gens de la terre, pour être vus comme un peu des ploucs qui ne maîtrisent pas les codes. Et les codes auxquels on fait référence ici, ce sont des codes français, de culture française, et qui sont signes d'assimilation à la France. Et sur les travailleurs indiens, ça va être pareil, ça va être des gens qui ont des pratiques religieuses qu'on dénonce comme diaboliques, qui mangeraient des chiens, qui sont associés aussi aux déchets, parce que notamment à Fort-de-France, il y a un moment, il y a eu beaucoup d'Indiens qui ont été engagés pour ramasser les pots de chambre. À savoir que c'est aussi, en tout cas aux Antilles, la moquerie sur des catégorisations sociales est aussi quelque chose de très pratiqué. Javanais, Kakan, Bayou pour les Indonésiens, Chongdong pour les Vietnamiens, parfois péjoratif, rabaissant, devenu commun dans nos bouches. Quel est le poids réel de cette histoire? Quel mythe subsiste-t-il? En Nouvelle-Calédonie, les travailleurs engagés sont recrutés pour les besoins de la colonie. Avec la découverte du nickel en 1876, l'industrie minière se développe et la main-d'œuvre manque. Les Kanaks soumis au code de l'indigénat et contenus dans les réserves et la main-d'œuvre pénale fournie par le bagne ne peuvent assurer la pérennité de l'activité minière. De plus, la France veut faire de la Nouvelle-Calédonie une colonie de peuplement agricole. Ainsi, dès la fin du XIXe siècle, Indonésiens, Tonkinois à l'époque, Japonais sont recrutés pour travailler dans les mines, mais aussi comme ouvriers agricoles dans les plantations de café, ainsi que domestiques. Je m'appelle Pamela Sidoen, j'ai 53 ans, je suis d'origine indonésienne et je vis en Nouvelle-Calédonie. Quand j'étais enfant, j'entendais des bribes ou des récits, mais je ne posais pas de questions. C'est la culture indonésienne, elle est très, très discrète. Mais voilà, j'entendais mon grand-père qui travaillait dans les mines. Il partait avec pelle et pioche parce que voilà, il fallait faire les routes. C'était à la main, toute la main-d'œuvre, c'était à la main. Il n'y avait pas de machine, il n'y avait rien. Plus tard, Pamela a voulu connaître l'histoire de ses grands-parents venus d'Indonésie, pour pouvoir comprendre son histoire et sa culture. Et c'est au fil des années, j'ai eu ce besoin de retracer un peu ma culture, mes racines. Et j'ai, en 1995, adhéré à une association, l'association Centre-Ouest de la foi Moindou Païta, parce qu'en fait, c'était la préparation du centenaire de la présence indonésienne en 1996. Il y a beaucoup d'associations qui ont émergé à droite, à gauche. J'ai voulu intégrer l'association pour justement comprendre un peu l'arrivée, l'histoire de mes ancêtres, comment ils sont arrivés, pourquoi ils sont arrivés. Défilé en tenue traditionnelle, plat indonésien, exposition au musée de Nouméa. Lors de ce centenaire, Pamela a pu découvrir des archives historiques et reconstituer son histoire familiale. C'était très émouvant de retrouver des photos d'eux aux archives et de voir comment ils ont été enregistrés, matricules. C'est de se rendre compte aussi que la photo d'époque, par exemple de mon grand-père paternel, quand je vois aujourd'hui mon frère ou mes cousins, la ressemblance, elle est juste frappante et c'est très émouvant, je trouve. J'ai mon grand-père maternel qui s'appelait Katem. Il était enregistré comme ça. Et moi, je l'ai toujours appelé Ba Katem. Ba, ça veut dire grand-père. Lui, il a travaillé dans les mines
Et j'ai mon grand-père, donc paternel, Sidoun, donc, qui, pareil, lui, par contre, il a travaillé dans les caféeries et chez les colons également, il était métayer, ce qu'on appelait les métayers à l'époque. À la fin du 19e siècle, certaines régions d'Indonésie, dont l'île de Java, connaissent une explosion démographique sans précédent. La pression démographique entraîne misère et famine. Les conséquences aussi d'un système de culture mis en place par l'Empire hollandais dans lequel la classe paysanne de l'île est contrainte d'accorder une part importante de ses cultures à l'exportation. Des parcelles de canne à sucre remplacent le riz, l'une des bases alimentaires de la population. Mes deux grands-pères sont partis d'Indonésie parce qu'ils étaient très, très, très extrêmement malheureux. Et là, pour eux, il fallait qu'ils viennent travailler ici en Nouvelle-Calédonie pour aider leur famille là-bas en Indonésie, pour gagner 3 francs 6 sous et de leur envoyer de l'argent. La première, du côté de mon père, la première qui est arrivée de la famille de mon père, c'est mon arrière-grand-mère. Et j'ai retrouvé une photo d'elle dans le livre de Catherine Haddy qui s'appelait Les Vang Contract. Donc, les Vang, c'est les hommes ou les femmes. Et Contract, ben, c'est ceux qui étaient liés par un contrat. Pour moi, c'était important de retrouver un peu sa culture et toutes ces valeurs qui se perdent au fil du temps finalement. Ça va me permettre aussi de transmettre un peu cette mémoire à ma fille, puisque c'est aussi son histoire. Moi, j'ai mon grand-père paternel qui était, par exemple, asthmatique. Je me suis toujours posé la question, pourquoi on avait tous de l'asthme dans la famille du côté... c'est pas tout le monde. Moi, j'ai de l'asthme. Et dans tout ce chemin que j'ai pu entreprendre, je me suis dit, bon, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi il avait de l'asthme? Il est arrivé, il était jeune, en bonne santé. Et c'est ici, en fait, en touchant certainement la terre calédonienne, il a été déraciné. Il s'est retrouvé sur une terre qui n'était pas la sienne. Et voilà, je pense que le corps a répondu à ce déracinement. Les non-dits, le silence. De nombreux descendants de travailleurs engagés se retrouvent avec une partie de leur histoire rongée. La sensation lointaine du déracinement, d'une culture incomplète avec parfois ce besoin presque viscéral de retrouver leurs racines. J'ai vu ça comme une recherche très forte de l'identité indienne dans leurs propos, quoi. Qui sommes-nous? D'où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qu'ont vécu nos parents? Une volonté quand même de comprendre comment se fait-il que la colonisation a fait tant de mal à nos arrière-grands-parents, à nos aïeux. Joy Barneji est un ancien journaliste à France Télévisions. Il a réalisé plusieurs documentaires sur l'engagisme indien aux Antilles et à La Réunion, dont La colère d'Abadi. Parce que Abadi, Egata Pache, c'est un monsieur, c'est un descendant d'engagé qui était en colère. Et il était en colère contre l'État français. Il estimait avoir été victime un petit peu de ces contrats d'engagisme, en tout cas de ses parents et de ses arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents qui ont été emmenés depuis l'Inde, depuis les côtes indiennes, jusqu'à La Réunion pour remplacer à l'époque les esclaves. C'était à l'époque donc des gens qu'on faisait venir de l'Inde du Sud, mais aussi de Calcutta, de Yanaon, donc c'est les anciens comptoirs français qui étaient donc aussi des ports de départ de ces Indiens, à qui on leur faisait signer des contrats. Alors quand on leur disait on faisait signer, c'était souvent des gens qui savaient ni lire ni écrire. On leur disait ben voilà, tu vas prendre un contrat. C'était des contrats assez précis, qui étaient des contrats de 5 ans, pour leur dire voilà, on va t'emmener sur des bateaux, tu vas traverser la Kalapani à l'époque, c'est la mer, donc la Kalapani, la mer Noire. Les Indiens à l'époque, c'est la peur. Kala, c'est le noir, c'est l'océan, c'est l'inconnu. Donc c'était pour eux dans l'imaginaire de ces personnes très croyantes, hindous souvent. Alors hindous, mais aussi souvent de basse caste, ou des intouchables, ce qu'on appelait les intouchables, qui étaient recrutés au fin fond aussi des campagnes indiennes. Et donc pour eux, c'était le saut vers l'inconnu, mais ils étaient attirés par l'idée, parce que là-bas c'était quand même la misère aussi. Faut voir aussi ce que c'était que l'Inde à l'époque dans les campagnes. Et donc ils étaient intéressés par ce contrat, donc par des intermédiaires qui étaient souvent d'ailleurs des Indiens, qui leur disaient bon voilà, tu vas venir là-bas 5 ans, on va te payer, tu vas voir, ça va être bien. Puis après 5 ans, tu vas pouvoir revenir et tu vas pouvoir retrouver une situation dans ton village. Si tu reviens là-bas. Dès le contrat signé, les engagés sont transportés dans des navires. Les conditions y sont difficiles. Le voyage se fait parfois dans les cales. Et le choléra ne manque pas de décimer certains convois de travailleurs engagés. C'est donc au péril de leur vie qu'ils partent.
À La Réunion, ils doivent dès leur arrivée se rendre au lazaret de la Grande Chaloupe, où ils sont mis en quarantaine. Dans le film La colère d'Abadi, c'est qu'il dit que ses ancêtres ont vécu de façon misérable à la suite de l'engagisme. Lui, après, c'est un descendant d'engagés qui a réussi, on va dire, il n'a pas fait d'études, il n'a pas beaucoup été à l'école, il sait à peine lire et écrire, etc. Mais bon, voilà, il a réussi à rentrer un peu, on va dire, dans le business et à monter son entreprise. Il a réussi à s'intégrer, on va dire comme ça. Alors, il est créole, aujourd'hui, c'est ce qu'il dit, il est créole. Il est indien, il est créole. Ce qui est étonnant, c'est que quand on dit la colère d'Abadi, c'est que lui, il dit, il faut faire connaître l'engagisme. Il a porté plainte contre l'État français pour crime contre l'humanité. C'est une plainte, disons, on va dire, plutôt pour l'histoire, pour dire, voilà, il faut qu'on parle de cette histoire-là, il faut que l'État français réponde. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, Vietnamiens, Indonésiens, Japonais représentent presque 10% de la population. Mais le rapport culturel et notamment culinaire y est important, favorisant la richesse multiculturelle de l'archipel. Comme des petites pierres ramenées de l'autre bout du monde, un héritage, autant de traces de leur résistance. Et peut-être aussi d'un peu d'amour. Le sens de la famille, c'est important. Le lien familial est important. C'est-à-dire que je passais souvent mes vacances chez mon grand-père et ma grand-mère maternelle qui habitait à l'époque au Mont-d'Or. Et j'ai des souvenirs d'eux. Le terrain était grand, donc on montait dans les arbres. Ma grand-mère nous gâtait, nous achetait des bonbons. Mon grand-père s'occupait de nous quand on était au bord de la mer. Enfin bon, voilà. Et on était entourés d'amour et c'est grâce à mes parents et je peux que les remercier parce que ils n'ont jamais, 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 jamais coupé ce lien-là. Ça a été un lien fort, uni, voilà, puis rempli d'amour. Je crois que ça n'a pas de prix.